Saviez-vous que certaines personnes mènent des vies exceptionnelles qui repoussent les limites de ce que nous considérons comme normal? De maladies rares qui provoquent des fractures osseuses à une condition inhabituelle qui provoque une allergie à l'eau. Rejoignez-nous alors que nous explorons le monde fascinant de 10 personnes rares et remarquables, atteintes de maladies très rares. Numéro 10. Zion Clark. L'histoire de Zion Clark est celle d'une détermination incroyable, marquée par son combat contre une condition rare et difficile, connue sous le nom de syndrome de régression caudale. Né le 29 septembre 1997 à Columbus, Ohio, la vie de Zion Clark a été marquée par de grandes difficultés. Dès sa naissance, il a dû faire face à des défis de santé majeurs qui allaient façonner son parcours de manière extraordinaire. Le syndrome de régression caudale, une condition rare qui provoque une perte des capacités motrices et du développement physique, a laissé Zion sans l'usage de ses membres inférieurs. Ce syndrome, qui affecte le développement de la moelle épinière et du système nerveux, a fait en sorte que Zion soit né avec une condition où ses jambes et ses pieds étaient gravement sous-développés, l'empêchant de marcher. Cela a été aggravé par d'autres défis physiques qu'il a dû surmonter tout au long de sa vie. Malgré ces obstacles importants, l'esprit de Zion est resté intact. Il a été placé en famille d'accueil très jeune, où il a dû faire face à l'adaptation à un nouvel environnement, tout en gérant ses limitations physiques. Ses parents adoptifs, qui ont vu au-delà de sa condition et reconnu son potentiel, lui ont apporté l'amour et le soutien nécessaires pour qu'il s'épanouisse. En grandissant, Zion n'a pas laissé sa condition définir ses limites. Il est devenu un athlète redoutable, excellent dans divers sports, en particulier la lutte. Son histoire a attiré une attention considérable lorsqu'il a participé à des compétitions de lutte au lycée, où sa force et son agilité incroyables ont défié les attentes souvent associées à sa condition. En plus de la lutte, Zion est également conférencier motivateur. Son parcours a inspiré de nombreuses personnes car il partage son histoire sur la façon de surmonter l'adversité et de repousser les limites. Ses discours et ses apparitions publiques soulignent l'importance de la persévérance, de la confiance en soi et du pouvoir du soutien des proches. Zion utilise sa plateforme pour défendre les personnes handicapées, les encourageant à poursuivre leurs rêves malgré les obstacles auxquels elles peuvent être confrontées. Zion continue de franchir des barrières et de remettre en question les perceptions, démontrant qu'avec de la détermination et du soutien, on peut accomplir des exploits remarquables, quels que soient les obstacles présentés par des maladies rares comme le syndrome de régression caudale. Numéro 9. Lévi. L'histoire de Lévi est un récit captivant de conditions médicales rares et de l'impact de la connexion et du soutien. Lévi, un jeune garçon atteint de la chondrodysplasie métaphysère de Janssen, est l'une des seules 22 personnes dans le monde à avoir été diagnostiquée avec cette forme extrêmement rare de nanisme. Cette condition perturbe le développement normal des os, affectant particulièrement les bras et les jambes. Le résultat est un schéma de croissance physique distinct et difficile qui influence à la fois la mobilité et la croissance générale. Le parcours de Lévi a pris un tournant important lorsqu'il a eu l'opportunité de rencontrer deux autres enfants atteints du même diagnostic. Arshan et Jahan Adam, comme Lévi, sont également touchés par la chondrodysplasie métaphysère de Johnson. Cette rencontre fortuite a été facilitée par l'hôpital Nemours Alfred pour enfants, où ces enfants reçoivent des soins spécialisés sous la direction du docteur William Mackenzie, un chirurgien orthopédiste pédiatrique renommé. Cette rencontre n'était pas seulement une consultation médicale, mais un jalon important dans la vie de Lévi. Pour Lévi, rencontrer Arshan et Jahan a été une expérience transformative. Voir d'autres enfants avec la même condition lui a offert un sentiment de solidarité et de compréhension difficile à trouver dans le monde des maladies rares. La rareté de la chondrodysplasie métaphysère de Janssen signifie que trouver d'autres personnes ayant des expériences similaires est rare, et le soutien émotionnel et psychologique qui découle de telles rencontres peut être inestimable. Lors de sa visite à l'hôpital, Lévi, ainsi qu'Arshan et Jahan, ont participé à des consultations et évaluations qui ont permis d'en savoir plus sur leurs conditions et des stratégies de gestion potentielle. Pour Lévi et sa famille, cette rencontre a été une grande source de réconfort, leur montrant qu'ils ne sont pas seuls dans leur parcours et qu'il existe une communauté de soutien et d'expertise pour les accompagner. L'histoire de Lévi, marquée par sa condition rare et le réseau de soutien qui l'entoure,
illustre l'importance des soins médicaux spécialisés et de la force émotionnelle qui découle des expériences partagées. Numéro 8. Larry Gomez. Larry Gomez. Larry Gomez souffre d'une maladie génétique rare connue sous le nom d'hypertrichose, souvent appelée le syndrome du loup-garou, en raison de ses effets spectaculaires sur l'apparence. L'hypertrichose se caractérise par une croissance excessive des poils sur une grande partie du corps, et le cas de Larry est particulièrement frappant. Dès son plus jeune âge, Larry Gomez, originaire du Texas, a présenté une croissance inhabituelle de poils recouvrant son corps entier. Cette condition, qui a acquis son surnom en raison de la ressemblance avec les loups-garous mythologiques, entraîne une pousse de poils qui dépasse les motifs normaux. Les poils de Larry sont particulièrement épais et rêches, recouvrant non seulement ses bras et ses jambes, mais aussi son visage, son dos et son torse. Cette croissance excessive de poils est un trait visible de sa condition, qui est devenue une partie intégrante de son identité. L'hypertrichose peut être congénitale, comme dans le cas de Larry, ou acquise plus tard dans la vie en raison de certaines conditions médicales ou traitements. Dans l'hypertrichose congénitale, la croissance excessive des poils est présente dès la naissance et est causée par des mutations génétiques. Pour Larry, cette condition est héréditaire et il n'est pas seul dans sa lutte. De nombreux membres de sa famille ont également l'hypertrichose, ce qui en fait une caractéristique marquante de leur lignée. Cet aspect génétique met en évidence le rôle de l'hérédité dans la condition, plusieurs générations ayant éprouvé des symptômes similaires. L'apparence de Larry a fait de lui un sujet de fascination et d'attention souvent indésirable. Malgré les défis auxquels il fait face, y compris la stigmatisation sociale et les difficultés pratiques liées à la croissance excessive des poils, Larry a fait preuve de beaucoup de courage. Il est devenu un défenseur de la compréhension et de l'acceptation, utilisant sa plateforme pour éduquer les autres sur l'hypertrichose et dissiper les mythes associés à la condition. La gestion quotidienne de l'hypertrichose peut être difficile. Les personnes atteintes de cette condition subissent souvent un toilettage régulier et un rasage pour gérer la croissance des poils et maintenir leur confort. Pour Larry, cela a impliqué des visites fréquentes chez le coiffeur et l'utilisation de diverses techniques d'épilation. Malgré ces défis, Larry a gardé une attitude positive et a embrassé son apparence unique. L'hypertrichose est une condition extrêmement rare, avec seulement quelques cas documentés dans le monde. La rareté de cette condition et la nature spectaculaire de ses symptômes contribuent à son mysticisme et à la fascination du public. L'histoire de Larry attire l'attention sur les problèmes plus larges auxquels sont confrontées les personnes atteintes de maladies génétiques rares, y compris la nécessité d'empathie et de compréhension. Numéro 7. Johnny Kennedy. Johnny Kennedy, souvent appelé l'enfant papillon, est né le 31 janvier 1966 au Royaume-Uni. Johnny a été diagnostiqué avec une forme grave d'épidermolyse bulleuse, une maladie génétique rare caractérisée par une fragilité extrême de la peau. Cette condition provoque des cloques et une déquamation de la peau au moindre contact, entraînant de vives douleurs et une grande vulnérabilité aux infections. L'épidermolyse bulleuse est causée par des mutations dans les gènes responsables de la production de protéines qui aident à lier les couches de la peau entre elles. Ce défaut génétique empêche la peau de s'adhérer correctement, la rendant extraordinairement sensible au frottement et au traumatisme. Il existe plusieurs formes d'épidermolyse bulleuse, allant de légère à grave, et Johnny souffrait d'un des types les plus graves, connu sous le nom d'épidermolyse bulleuse dystrophique récessive. Dès sa naissance, la peau de Johnny était sujette à la formation de cloques et de plaies douloureuses. Les activités quotidiennes que la plupart des gens tiennent pour acquises, comme s'habiller, se baigner et même bouger, pouvaient provoquer la détérioration de sa peau. Le besoin constant de soins des plaies et le risque d'infection signifiaient que la vie de Johnny était marquée par des visites fréquentes à l'hôpital et des interventions médicales. Sa condition nécessitait des soins minutieux pour prévenir les infections et gérer la douleur intense qu'il ressentait. Malgré les difficultés liées à cette maladie débilitante, Johnny était connu pour son esprit résilient et optimiste. Il est devenu une figure publique et un défenseur des personnes atteintes d'épidermolyse bulleuse, partageant son expérience pour sensibiliser le public à cette condition. L'histoire de Johnny a été mise en lumière par les médias, notamment des documentaires télévisés,
ce qui a contribué à mettre en évidence les luttes et les besoins des personnes atteintes d'épidermolyse bulleuse. La vie personnelle de Johnny a été marquée par sa famille Muni, qui a joué un rôle crucial dans ses soins et son soutien. Ses parents, John et Sue Kennedy, se sont consacrés à la gestion de ses besoins médicaux complexes et à lui fournir un soutien émotionnel. Ils ont été activement impliqués dans des efforts de collecte de fonds et de plaidoyer visant à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d'épidermolyse bulleuse et à soutenir la recherche pour des traitements potentiels. L'un des aspects les plus notables de l'héritage de Johnny est son rôle dans la sensibilisation à l'épidermolyse bulleuse. Son histoire a inspiré de nombreuses personnes à en apprendre davantage sur la condition et à contribuer à la recherche et aux organisations de soutien dédiées à l'épidermolyse bulleuse. Malgré les défis physiques auxquels il était confronté, le plaidoyer et la présence publique de Johnny ont attiré l'attention sur le besoin de meilleurs traitements et soutien pour les personnes atteintes de maladies génétiques rares. Johnny Kennedy est décédé le 10 septembre 2003 à l'âge de 37 ans. Sa vie, marquée à la fois par une souffrance immense et un courage remarquable, a laissé un impact durable dans le monde du plaidoyer médical et des maladies rares. Numéro 16. J.T. Borovka. Lorsque J.T. Borovka n'avait que 5 mois, sa vie a pris un tournant dramatique avec un diagnostic de déficience en triosophosphate isomérase TPI, une maladie métabolique rare. Cette maladie, causée par une mutation génétique affectant l'enzyme TPI, perturbe une partie cruciale de la glycolyse, la voie principale de production d'énergie dans le corps. La déstabilisation et la dégradation de l'enzyme entraînent une dégénérescence neuromusculaire progressive sévère et une anémie à vie. Tragiquement, la plupart des enfants atteints de déficience en TPI ne survivent pas au-delà de 5 ans. Les parents de J.T., Tara et Jason Borovka étaient inquiets pour la santé de leur fils depuis qu'il avait pâli à seulement 2 mois. Malgré de nombreuses visites chez les médecins, ils peinaient à poser un diagnostic jusqu'à ce que J.T. ait 5 mois. La révélation de la déficience en TPI fut d'un choc dévastateur. Tara se souvient qu'un médecin avait exprimé qu'il préférait annoncer un cancer plutôt que cette condition rare, soulignant la gravité et le pronostic sombre associé à la déficience en TPI. Une fois le diagnostic posé, les Borovka ont cherché de l'aide auprès de Michael Palladino, professeur de pharmacologie et de biologie chimique à l'Université de Pittsburgh. Les recherches de Palladino se concentrent sur la déficience en TPI, faisant de lui l'un des rares experts dans ce domaine. Il avait identifié une mouche mutant, le seul modèle animal existant pour cette condition, et travaillé à découvrir des cibles médicamenteuses pouvant potentiellement aider à produire l'enzyme TPI. Cette identification précoce de la maladie chez J.T. était prometteuse, car les recherches de Palladino indiquaient que si un médicament efficace pouvait être trouvé parmi les 2000 médicaments approuvés par la FDA, il pourrait être utilisé pour aider J.T. presque immédiatement. Cependant, sécuriser un financement suffisant pour cette recherche demeurait un défi majeur. Déterminés à faire une différence, les Borovka, 2 pêcheurs professionnels de Salinas en Californie, ont entrepris de lever des fonds pour la recherche de Palladino. Ils se sont fixés comme objectif de lever $1 million et se sont engagés à organiser des collectes de fonds chaque week-end si nécessaire. Leurs efforts ont déjà permis de récolter $200 000 qui ont été directement affectés à la recherche de Palladino par le biais d'un fonds établi par l'Université de Pittsburgh. Palladino félicite les Borovka pour leur dévouement et leur efficacité en tant que défenseurs. Leur expérience des médias et des réseaux sociaux en tant que pêcheurs professionnels a été essentielle dans leurs efforts de collecte de fonds. Pendant ce temps, J.T., qui a maintenant plus d'1 an, a montré une grande résilience et reste relativement en bonne santé. Grâce à un dépistage génétique précoce, sa condition a été identifiée avant l'apparition des symptômes neurologiques graves. Il suit actuellement un régime spécial similaire au régime cétogène, ce qui a permis de ralentir la progression de ces symptômes. Tara Borovka exprime de l'espoir pour l'avenir de J.T., envisageant un résultat positif si les recherches de Palladino donnent un médicament efficace. Si les recherches de Palladino trouvent un médicament efficace, la joie de J.T. dans des activités simples, comme s'asseoir dans une voiture et tenir le volant, apporte de la lumière dans la vie de sa famille. Avec la recherche continue et la collecte de fonds, il y a de l'espoir que J.T. puisse défier les probabilités et mener une vie épanouissante,
rêvant peut-être même de devenir un jour pilote de course. Numéro 5. Ivy Angerman. Née à Hastings, Minnesota, Ivy n'était qu'une toute petite lorsqu'un phénomène étrange s'est produit sur sa peau chaque fois qu'elle entrait en contact avec de l'eau. Ce qui semblait être une routine normale de bain s'est rapidement transformé en un cauchemar lorsque la peau d'Ivy a commencé à développer des éruptions cutanées douloureuses, accompagnées de démangeaisons et de sensations de brûlure intenses. Après plusieurs visites chez les médecins et les spécialistes, Evie a été diagnostiquée avec l'urticaria aquagénique, une condition tellement rare que seulement environ 100 personnes dans le monde en sont atteintes. L'urticaria aquagénique est un type d'allergie physique où tout contact avec de l'eau, quelle que soit sa température, déclenche une réaction allergique sévère sur la peau. Pour Ivy, cela signifiait que même la plus petite exposition à l'eau, que ce soit pour prendre un bain, nager ou même transpirer, pouvait provoquer une douleur et un inconfort insupportables. Le diagnostic fut un coup dur pour la famille d'Ivy. Ils ont dû accepter le fait que leur petite fille ne pouvait plus profiter de nombreuses joies simples que la plupart des enfants tiennent pour acquises. Des activités comme jouer sous la pluie, nager ou même pleurer devenaient dangereuses pour Ivy. Sa condition l'obligeait à éviter l'eau autant que possible, ce qui affectait considérablement sa vie quotidienne. Pour gérer la condition d'Ivy, ses parents ont dû effectuer des ajustements importants dans leur routine et leur environnement domestique. Le bain devait être fait de manière sporadique et rapide, en veillant à ce que la peau d'Ivy soit immédiatement hydratée après pour prévenir les poussées. La famille devait également être prudente avec la météo, car même une journée humide ou une légère bruine pouvait déclencher les symptômes d'Ivy. Les Angerman ont travaillé en étroite collaboration avec des dermatologues et des allergologues pour trouver des traitements pouvant aider à soulager l'inconfort d'Ivy, mais la gestion de l'urticaria aquagénique reste un défi quotidien. Malgré les difficultés, l'histoire d'Ivy est aussi devenue une histoire d'espoir et d'inspiration. Sa famille a été active pour sensibiliser le public à l'urticaria aquagénique, partageant leur expérience pour aider les autres à comprendre l'impact de cette condition rare. Leurs efforts ont non seulement attiré l'attention sur les défis rencontrés par ceux qui vivent avec l'urticaria aquagénique, mais ont également apporté un soutien à d'autres familles confrontées à des maladies rares similaires. À mesure qu'Ivy grandit, sa famille continue de défendre la recherche sur l'urticaria aquagénique, espérant qu'un jour un remède ou un traitement plus efficace sera trouvé. En attendant, il reste déterminé à offrir à Ivy une vie aussi normale que possible. Numéro 4. Deja et Antoine. Deja et Antoine forment un couple remarquable dont les vies sont liées par leur expérience commune de l'ostéogenèse imparfaite, également connue sous le nom d'OI, un trouble génétique rare caractérisé par des os fragiles qui se cassent facilement. Les deux individus ont affronté des défis importants en raison de leurs conditions, mais leur parcours ensemble met en lumière l'amour et le soutien mutuel. Déjà né en 1991, a été diagnostiqué avec l'ostéogenèse imparfaite dès son jeune âge. Sa vie a été marquée par des fractures fréquentes et des problèmes orthopédiques, nécessitant de nombreuses interventions chirurgicales et des adaptations dans ses activités quotidiennes. Malgré ces défis, Deja a démontré une force de caractère remarquable. Elle a poursuivi ses études avec détermination et est devenue une défenseuse des personnes atteintes de l'OI, utilisant son expérience pour sensibiliser à cette condition et promouvoir de meilleurs soutiens et ressources pour ceux qui en sont affectés. Antoine, né en 1988, vit également avec l'ostéogenèse imparfaite. Comme Deja, il a dû faire face aux conséquences physiques et émotionnelles du trouble, avec des fractures osseuses fréquentes et un besoin de soins médicaux spécialisés. Antoine a canalisé ses expériences dans des actions de plaidoyer, cherchant à améliorer la vie des personnes atteintes d'OI à travers des initiatives de sensibilisation et de soutien. Son engagement en faveur de la sensibilisation à cette maladie a été une part importante de sa vie. Les chemins de Deja et Antoine se sont croisés dans un groupe de soutien en ligne pour les personnes atteintes d'ostéogenèse imparfaite. Tous deux étaient des participants actifs dans les discussions sur la vie avec l'OI, partageant leurs expériences et se soutenant mutuellement dans les défis qu'ils rencontraient. Au fil du temps, leurs interactions en ligne se sont transformées en une connexion profonde et significative.
Leur compréhension partagée des réalités quotidiennes de la vie avec Loï a créé un lien solide, et leur relation a progressivement évolué d'un soutien virtuel à une romance réelle. Lorsque Deja et Antoine se sont rencontrés en personne, leur connexion était immédiatement évidente. Ils ont trouvé réconfort et compréhension dans la compagnie de l'autre, partageant une perspective unique sur les défis de leurs conditions. Leur relation se caractérise par un soutien mutuel, de l'empathie et un engagement commun pour défendre les droits des personnes atteintes d'ostéogenèse imparfaite. En tant que couple, Deja et Antoine ont participé à diverses activités de plaidoyer et de soutien. Ils ont travaillé ensemble pour sensibiliser à l'ostéogenèse imparfaite en participant à des événements, des conférences et des collectes de fonds. Leur partenariat leur a offert une plateforme unique pour mettre en lumière les problèmes auxquels sont confrontées les personnes atteintes d'OI et promouvoir une meilleure compréhension et plus de soutien. Numéro 3. Gail et Tim. Gail et Tim sont un couple dont les vies ont été profondément affectées par la neurofibromatose, NF, un groupe de troubles génétiques qui provoquent la croissance de tumeurs sur les nerfs. La neurofibromatose se divise en 3 types, NF1, NF2 et schwannomatose, chacun présentant des défis particuliers. Gail et Tim ont tous deux la NF1, la forme la plus courante de la condition, caractérisée par la croissance de tumeurs bénignes sur les nerfs, des changements de la peau et des anomalies osseuses. Gail a été diagnostiquée avec la NF1 dès son jeune âge. En grandissant, elle a éprouvé des symptômes tels que des taches café au lait, des lésions pigmentées de la peau qui sont souvent l'un des premiers signes de la NF1, et des neurofibromes, qui sont des tumeurs bénignes se développant sous sa peau. Ces tumeurs, bien que non cancéreuses, peuvent causer de l'inconfort et de la douleur, et dans certains cas, elles peuvent entraîner des complications si elles deviennent trop grosses ou affectent des organes vitaux. Gail a subi plusieurs interventions chirurgicales pour retirer les tumeurs problématiques et gérer la douleur. De plus, elle a dû faire face à des défis liés à des troubles d'apprentissage. Un problème courant chez les personnes atteintes de NF1, nécessitant un soutien éducatif spécialisé. L'expérience de Tim avec la NF1 a été tout aussi difficile. Diagnostiqué dans son enfance, Tim a dû faire face à de nombreux neurofibromes qui ont affecté sa qualité de vie. La condition a également entraîné des rendez-vous médicaux fréquents et des traitements pour gérer les symptômes et les complications. Tim a souffert de douleurs chroniques et a dû adapter ses activités quotidiennes pour tenir compte de sa condition. Malgré ces difficultés, Tim a été actif dans la sensibilisation à la NF et au soutien aux personnes atteintes, utilisant son expérience pour aider les autres à comprendre l'impact de la condition. Gail et Tim se sont rencontrés par le biais d'un groupe de soutien pour les personnes atteintes de neurofibromatose. Leur expérience commune avec la condition a créé un lien immédiat et ils ont trouvé réconfort en comprenant les défis de l'autre. Leur relation a évolué d'une amitié à un partenariat profond et solidaire. Gail et Tim trouvent du confort dans le fait de savoir qu'ils ne sont pas seuls dans leur lutte et leur soutien mutuel est un pilier de leur relation. Ensemble, ils ont navigué dans les complexités de la vie avec la NF1. Ils se sont soutenus à travers de nombreuses interventions médicales, ont partagé leurs expériences pour sensibiliser les autres à la condition et ont travaillé pour améliorer leur qualité de vie. Leur relation se caractérise par un engagement commun à gérer leur santé tout en gardant une vision positive. La gestion de la neurofibromatose nécessite des suivis médicaux réguliers pour surveiller la croissance des tumeurs et d'autres symptômes. Les traitements peuvent inclure des chirurgies pour retirer les tumeurs, des médicaments pour gérer la douleur et des thérapies pour traiter d'éventuels problèmes d'apprentissage ou de développement. Gail et Tim sont proactifs dans la gestion de leur santé, travaillant en étroite collaboration avec leurs équipes médicales pour gérer efficacement leurs conditions. Numéro 2. Nova Cox. Née avec le syndrome de Pfeiffer, une maladie génétique rare affectant la croissance des os du crâne, la vie de Nova Cox a été marquée par des étapes médicales majeures et des adaptations remarquables. Le syndrome de Pfeiffer, classé comme un type de craniosynostose, a provoqué une fusion prématurée des os de son crâne, affectant particulièrement son visage médian et sa mâchoire supérieure. Cette condition a engendré des défis importants pour son développement.
notamment un crâne fusionné et un mauvais alignement de ses os faciaux. L'impact sur son développement physique a été profond. Le visage et le crâne de Nova ont évolué de manière à rendre sa condition de plus en plus visible avec l'âge. Dès sa naissance, Nova a affronté une série d'interventions médicales. Ses 5 premières semaines ont été passées dans une unité de soins intensifs néonatale, où elle a reçu des soins critiques et subi ses premières opérations. À seulement 16 jours, elle avait déjà commencé une série d'interventions visant à soulager la pression et à corriger la position de ses os. Ces chirurgies étaient essentielles pour gérer la fusion des os de son crâne et laisser de l'espace à son cerveau en croissance. La condition de Nova a également entraîné d'autres défis. La fusion de ses coudes l'empêche de plier ses bras, ce qui complique sa mobilité. Cependant, grâce à son adaptabilité et au soutien des dispositifs modernes, elle a su relever ces défis avec une dextérité surprenante, utilisant habilement ses épaules et ses poignets. La perte auditive et les problèmes dentaires sont d'autres obstacles auxquels Nova doit faire face. Le mauvais alignement de ses dents supérieures et inférieures rend la mastication difficile, et une chirurgie d'avancement du visage est prévue pour repositionner ses os faciaux, améliorant ainsi sa fonction et son apparence. Cette intervention pourrait également permettre l'inversion de sa trachéotomie, facilitant ainsi la déglutition et la parole. La famille Cox s'est montrée proactive dans la recherche de traitements et de soutien pour Nova. Avec l'aide de la généticienne pédiatrique Mary Alasabot, ils ont appris que la condition de Nova est une anomalie génétique avec une probabilité de transmission de 50% aux générations futures. Cette information a été à la fois un soulagement et un point de réflexion pour les Cox, les aidant à se préparer à l'avenir de Nova et à d'éventuels défis. Elizabeth Cox espère que le mois de l'acceptation des différences crânio-faciales favorisera une meilleure compréhension et une plus grande acceptation des différences crânio-faciales. Elle insiste sur le fait que les différences physiques ne sont que cela, des différences et non des déficiences. Son espoir est que les gens voient au-delà de l'apparence de Nova et la reconnaissent pour ce qu'elle est réellement. Numéro 1. Abul Bajandar. Abul Bajandar, connu sous le nom de Homme-Arbre du Bangladesh, a attiré l'attention mondiale en raison de son état extraordinaire et douloureux, l'épidermodysplasie verruciforme. Cette maladie rare provoque la croissance massive de verrues sur ses mains, pieds, bras et jambes, leur donnant la texture et l'apparence de l'écorce d'un arbre. Les verrues sont particulièrement prononcées autour de ses doigts et orteils, formant d'énormes protubérances qui affectent gravement sa vie quotidienne. Avec moins de 10 cas documentés dans le monde, l'épidermodysplasie verruciforme est une condition exceptionnellement rare et il n'existe actuellement aucun remède connu. La vie d'Abul a été profondément bouleversée par son état. Pendant des années, les verrues massives l'ont empêché d'accomplir des tâches basiques, sans parler de tenir sa fille, Janatul. Ces excroissances lui causaient non seulement une douleur physique immense, mais également une détresse émotionnelle et psychologique considérable. Son incapacité à prendre sa fille dans ses bras était une source constante de chagrin. Avant d'attirer l'attention internationale, Abul Bajandar vivait dans une grande précarité. L'apparence sévère de sa condition en faisait un spectacle dans sa communauté locale, où il était réduit à mendier dans les rues de Khulna. Les gens prenaient des photos avec lui, le traitant comme une curiosité et ne lui laissant que quelques pièces en échange. Abul a décrit cette expérience comme déshumanisante, se comparant à un singe dans un zoo. Le tournant dans la vie d'Abul est survenu lorsque son histoire est devenue virale, attirant l'attention de la communauté internationale. Cette sensibilisation accrue a conduit à un soutien significatif, lui permettant de recevoir des soins médicaux. Ce changement a transformé sa vie. Pour la première fois, Abul a pu tenir sa fille, un moment émotionnel qu'il avait longtemps espéré. Malgré le succès initial des traitements, le soulagement d'Abul a été de courte durée. Les verrues, qui avaient diminué grâce à l'intervention médicale, ont recommencé à croître, et ce, avec une intensité renouvelée. La réapparition des excroissances était encore plus sévère qu'auparavant, ramenant la douleur et les défis insurmontables qu'il avait déjà affrontés. L'absence de remède connu continue de dominer sa vie, rendant difficile la gestion de ses symptômes et le maintien d'une vie normale. Le parcours d'Abul reflète une vie de souffrance, un bref espoir
et des défis renouvelés. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé.